corps et quand on le met dans des objets physiques, au lieu d'essayer de garder quelque chose dans des concepts et dans des abstractions et dans du langage, et ben, il peut se profiler une ouverture. Et donc, en fait, l'impact que ça a eu, je voulais juste rendre service à des gens pendant une inauguration d'incubateur à Nantes. L'impact que ça a eu par la suite, le fait qu'une grande banque me rappelle pour que je le fasse pour 100 personnes, etc., je me suis dit, bon, ben, en fait, sans le faire exprès, je suis peut-être tombée sur un service qui est commercialisable. Voilà, donc je suis en train de pivoter produits, mais on continue à rendre ce service-là. On a développé aussi en partenariat sur l'intelligence artificielle avec des Lego également. C'est un projet d'intelligence artificielle dans la santé, donc en fait, on modélise aussi cette question d'anonymat des données. Voilà. En une phrase, qu'est-ce que l'innovation pour moi? Alors, ça va être vrai, je l'ai mis vraiment personnellement, c'est-à-dire c'est vraiment pour moi cette remise en question et créativité qui sont continues. Et en fait, je dirais, il manque une brique en fait dans l'innovation réellement par rapport à qui je suis et comment je fonctionne. C'est la brique qui peut à un moment arrêter et implémenter dans la réalité. Et on va dire à un moment, arrêter la remise en question, stopper au bon endroit la remise en question et la créativité pour pouvoir réellement planter dans le monde les choses. Voilà, donc je dirais, je ne me suffis pas à moi-même en termes d'innovation. En termes de remise en question et de créativité continue, je suis le problème de la solution, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Et donc, j'ai vraiment besoin de travailler avec des gens qui sont, euh, qui sont câblés différemment de moi, qui sont capables justement de stopper, de bloquer, de dire bah, maintenant on s'arrête là en fait. Tu auras sûrement d'autres idées, c'est pas grave, mais on s'arrête là parce qu'on va faire ça. Et voilà. Donc on peut mettre la prochaine diapo. Alors, je vais du coup partir d'un retour d'expérience qui a été un choc pour moi, puisqu'en fait, à partir du moment, j'ai donc créé mon entreprise fin février pour, donc, comme vous l'avez compris, euh, avec comme produit d'appel, c'était pas le but ultime, mais comme le produit d'appel d'animer des ateliers où j'expliquais avec des Legos et je faisais se passer des briques aux gens la technologie blockchain. Du coup, bah, je me suis retrouvée en plein stop. Et pour occuper un week-end, j'ai participé à un hackathon du Centre des systèmes d'études des systèmes complexes, enfin une bande d'intellectuels et d'universitaires américains de la côte Est. Et mon équipe a gagné. Euh, et quand on a eu gagné, donc fin mars, on s'est rendu compte qu'une personne avait commencé la même chose un mois plus tôt à Stanford. Et donc, j'ai rejoint Covid Watch. Covid Watch, qui donc est toujours bien actif, et qui est en gros, pour faire simple, si le principe, c'était une application de notification purement décentralisée. Donc, un peu comme Stop Covid, mais avec aucune centralisation, donc aucune traçabilité étatique ou potentiellement aucun hack qui permettrait de savoir qui était avec qui, combien de temps et où. Voilà. Donc, c'était ce principe-là de donner des notifications. De façon décentralisée, c'est tout à fait possible techniquement. C'est vraiment un choix du gouvernement français de pas. En fait, on a vu venir. Donc, Covid Watch, on a eu un rayonnement assez international. Donc, on a vu venir en fait sur le Slack, donc sur l'espace de travail collaboratif, le monde entier. Enfin, littéralement dans ma sous-équipe. Donc, j'ai pris en charge la culture parce que justement, j'ai trouvé ça passionnant de voir venir le monde entier et à une vitesse énorme. On avait 10, 20 personnes de plus tous les jours qui se portaient volontaires, des gens qui étaient de tous les milieux. On avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de retraités et beaucoup de gens de tout métier, de tout niveau. C'était vraiment, vraiment passionnant. Et du coup, comme les fondateurs, la toute petite équipe d'origine travaillait déjà 18 heures par jour, 7 jours sur 7, en fait, ils ne se rendaient pas compte du potentiel de délégation qu'il y avait dans cette organisation qui était en mouvement, en croissance folle comme ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre la culture. Quand j'ai dit ça, personne ne voyait trop de quoi je voulais parler. Et voilà, je me suis dit, c'est là où je peux apporter le plus de valeur, c'est de comprendre comment organiser ses volontés et faire circuler en fait les tâches
sachant que justement, c'est complètement à distance, c'est que des gens qui ne se connaissent pas et c'est international. Donc aussi, c'est transculturel, enfin multiculturel. Donc voilà, Empower, très bien, très bon. C'est vraiment là où j'ai beaucoup changé les choses dans ce qui était en place et que au final, en fait, j'ai perdu j'ai gagné beaucoup de batailles, mais j'ai perdu la guerre, puisque au final, quand l'ONG s'est structurée, elle s'est fait accompagner par une organisation qui structure les ONG de manière, on va dire, assez classique, avec des cercles, etc., enfin, avec voilà, de manière assez pyramidale. Et du coup, c'est pour ça que j'ai quitté l'organisation à ce moment-là. Ce que moi, j'avais de spécifique et ce qui était particulièrement impressionnant au niveau des résultats qui étaient produits par ces équipes, c'était que je donnais la confiance. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais du coup comme personne de la culture, de tout ce qui était humain, je faisais le recrutement, l'onboarding, la culture, et j'avais en particulier donc le recrutement en charge, en tâche, et l'onboarding, donc l'accueil des nouveaux, qui donc était une tâche énorme, hein, comme je vous ai expliqué, avec le volume. Et après quelques interactions avec un garçon qui n'avait pas le bac, qui était scolarisé à la maison, qui était très brillant, il avait beaucoup plus, hein, il préparait quand même l'université, mais il avait 17 ans, c'était un sino-canadien. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu te vois être responsable de ces tâches? Oh, il m'a dit, waouh, si tu crois que j'en ai la capacité. J'ai dit, oui, je crois. Et il a fait un travail bien meilleur que ce que moi-même j'aurais pu faire. Avec mon côté comme ça, foisonnant, etc. Mettre en place des processus hyper efficaces, c'est un peu un challenge. C'est-à-dire que je peux être à la source pour penser le processus, mais ensuite, comme je ne vais pas cesser de vouloir l'améliorer, il faut vraiment que des gens disent non, non, je prends en charge le processus et je le cimente et on va le garder en place suffisamment longtemps pour pouvoir vraiment mesurer en fait l'impact de ce processus et comment on peut faire encore mieux pour l'organisation et pour les autres. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'encourage toujours à faire. C'est passer un petit peu de temps avec les personnes et passer le bâton. C'est beaucoup plus important que déléguer des tâches, c'est déléguer des pans entiers parce qu'en même temps, ça vous libère le cerveau. Si vous êtes manager, vous avez trop de choses, trop de charge mentale. La chose qui peut vous faire vous progresser, vous faire vous aller de l'avant dans certaines choses, c'est vraiment de faire de l'espace mental. Et on fait de l'espace mental non pas quand on confie des tâches, mais quand on confie des responsabilités entières. Voilà. Alors, pourquoi c'est plus important à distance que même en présence? Pour l'engagement. Parce que les personnes de la plus haute qualité, les personnes qui ont vraiment un potentiel énorme, qui sont extrêmement douées, extrêmement impliquées, vont se démotiver très vite s'ils ont des petites tâches bien encadrées. Alors, j'ai une question de Et ils vont partir. Valérie. Valérie, je la garde, on va la prendre absolument pour Laure, elle est très intéressante. Merci pour la question, on va la prendre en fin d'intervention, Laure. Donc, je me permets d'avancer pour qu'on ait bien le temps de répondre aux questions. Je surveille sur le chat les questions, on ne les perdra pas. Hein. Il ne faut pas continuer à les poser. Hein. D'accord, bah, très bien. Et donc, effectivement, une des façons d'innover qui est très puissante en ce moment et qui s'est fait en fait sans avoir le choix pour la plupart d'entre nous, c'est innover par élimination. C'est-à-dire qu'on a eu un regain en fait d'innovation parce qu'on n'avait plus le droit de sortir, on n'avait plus le droit de voir ses collègues, on n'avait plus le droit de faire ceci et cela. Et en fait, c'est le fait de devoir couper des choses qui étaient des acquis a provoqué pour beaucoup, pour certains, un découragement et pour d'autres, au contraire, une espèce de jaillissement en fait de nouvelles idées puisque on veut quand même aller de l'avant et on peut plus faire ça, on n'a plus accès à ça. Et du coup, pourquoi c'est le plus fondamental à distance,
j'ai déjà répondu, je pense vraiment pour moi le cœur du sujet dans Covid Watch, puisque c'était une organisation volontaire. Donc c'est légèrement différent dans un contexte où les gens sont salariés, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un état d'esprit commun, en particulier pour les jeunes générations. Ce que ma génération reproche beaucoup aux jeunes en général, c'est de dire bon, bah, il ne reste pas longtemps, quoi. Une fois qu'ils ont fait le tour de la question, ils sont. Et bah, pour garder ces personnes-là, ces générations-là, vraiment confier du pouvoir et être capable de penser avec des modalités qui sont pas du tout ajoutées, puisqu'on est déjà en surcharge tous, surcharge d'informations, surcharge mentale, surcharge de stress, de tâches, d'outils quelquefois, mais plutôt par élimination. Si je ne pouvais pas avoir, si je ne pouvais pas avoir accès à ça, voilà. Le cœur de mon produit est on va dire, mon produit est en plastique. Et si le plastique n'existait plus, je ferais quoi? Et le cœur de mon activité, c'est de faire des ateliers en personne. Si je n'avais plus le droit de voir des gens en vrai, je ferais quoi? Etc., etc., etc. Et c'est pas la même réponse pour tout le monde, en fait. Si vous avez suffisamment donné, passé le bâton et vous êtes suffisamment entouré de personnes différentes de vous, donc des personnes avec lesquelles c'est pas simple de se comprendre, euh, eh bien vous aurez des réponses tout à fait différentes. Et un point très précis, enfin un point particulier qui est un outil très très facile à utiliser, c'est à chaque fois que quelqu'un vous présente une dichotomie, vous cherchez la troisième voie. C'est toujours pour le besoin de la clarté et quelquefois des rapports de pouvoir, en fait, on va dire, bah, en fait, c'est soit ça, soit ça. Donc, à chaque fois, pour moi, c'est éliminatoire. C'est-à-dire que si c'est soit ça, alors c'est une troisième solution, une quatrième, une cinquième. Et pour mettre tout le monde dans une dynamique comme ça de refuser en fait ce qui est présenté comme une évidence. Voilà. Donc éliminer les évidences, éliminer les acquis. Se poser des questions folles. Se poser des questions folles du genre si on n'avait plus le droit de se voir. Voilà. Se poser des questions folles du genre si en fait on n'avait pas des adultes mais des enfants dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils proposeraient? Si demain il n'y avait plus de frontières, qu'est-ce qu'on ferait? Si on était obligé de... tout ça, c'est des questions qui ont été vraiment utilisées en fait de façon réelle et pertinente. Par exemple, cette question de si on était obligé de marquer tous les ingrédients d'un produit sur le flacon. Il faut vous souvenir que quelques années avant, c'était pas obligatoire en fait de mettre la quantité de sucre, tous les additifs, etc., etc. Donc l'industrie de l'alimentaire s'est dit bon ben ok, maintenant qu'on est obligé, on va plus mettre forcément des comment ça s'appelle castoreum, on va plus mettre des glandes de putois pour améliorer l'odeur en fait de la nourriture en sachet. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre puisqu'on ne va pas pouvoir assumer ça en fait. Et ce genre de questions, on les trouve plus facilement si on est dans son corps et si on bouge. J'ai l'entrepreneuse qui est la plus proche de moi et qui a 3 entreprises, qui marchent très bien, etc. C'est pas une magnate internationale, hein, c'est vraiment une amie. Je connais des gens qui travaille à beaucoup plus haut niveau, mais elle est tout le temps en train de faire du yoga, de faire des choses comme ça. Et elle me dit, quand je suis bloquée au bureau, je me mets la tête en bas et ça débloque. Et personnellement, j'ai commencé l'aïkido il n'y a pas très longtemps, donc je roule partout. C'est assez drôle, l'aïkido, c'est non violent, mais du coup, il y a cet aspect très gracieux, mais on chute sans arrêt. Et j'ai j'ai la tête beaucoup plus libre et des idées beaucoup plus claires, en fait, quand je sors de l'aïkido. Je pense que la dimension du corps a été extrêmement niée par toutes l'industrialisation des activités. Maintenant, on est dans la phase où on a besoin de désindustrialiser, on a besoin de revenir à des choses qui sont beaucoup plus vivantes et naturelles, puisque on arrive à un point de saturation en fait de saturation de la terre et même de saturation de régimes sociaux, etc.
sur le modèle industriel. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout de est-ce que si on uniformise les gens, si on uniformise les postes, si on considère que les humains sont comme des pièces de machine remplaçables, etc., qu'est-ce qu'on peut produire en masse, etc. Et on arrive au bout de ça à tous les niveaux. La customisation des produits est beaucoup plus en augmentation que l'industrialisation, la massification, etc. Sans parler même donc des problèmes environnementaux. Laure, avant peut-être d'aborder tes outils préférés, on va peut-être prendre quelques questions parce que il y a là une question de Valérie. Très bien, d'accord. Alors, Valérie, où tu veux la poser en live ou est-ce que tu veux que je la lise? C'est comme tu veux. Tu peux on peut se remettre le visage, oui? Oui, si tu veux, je vais arrêter. Merci. C'est de laisser Valérie prendre la parole. Bonjour Valérie, merci. Bonjour Valérie. C'est plus sympathique quand même d'avoir des vraies personnes en face déjà. Merci, en tout cas c'est très inspirant. C'était sur la première partie, oui, et bravo pour cette dynamique collaborative au service d'une ONG. Je m'interrogeais pour avoir été incubée à la Station F aussi sur d'autres dossiers et puis travailler beaucoup dans cette démarche-là. Est-ce que pour certaines organisations, ce n'est pas le moyen de faire la R&D entre guillemets à moindre coût? Alors après, c'est peut-être pas si grave, mais quand même, du coup, ma question elle est pour toi. C'est quelle limite mettre, comment tu as pu mettre la limite et à quel moment, comment tu as décidé d'arrêter finalement? Parce que c'est hyper dur finalement de trouver le bon curseur. Qu'est-ce qui a fait que et comment tu as pu trouver, comment tu gères en fait tout ce lien entre je donne et puis du coup je transmets et je passe à autre chose? C'est une question complexe. Je pense que là, ça revient vraiment à se connaître soi-même et accepter c'est plus de l'ordre de l'intuition et vraiment du centrage, de dire voilà, mais de rester dans le respect de ses propres valeurs, tout en allant donc vers l'autre et pour offrir autre chose. Et puis il y a un moment, il y a une dissonance, on commence à la sentir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, voilà, qu'est-ce que vraiment j'envisage et à quel moment on va sortir en fait du périmètre assez large, mais qui est quand même du périmètre de mes valeurs. Voilà. En gros, c'est par rapport à vraiment la connaissance de soi, l'honnêteté par rapport à soi et par rapport à ses propres valeurs. Mais du coup, par rapport à ta boîte, pardon, par rapport à ta société et par rapport à ta boîte, parce qu'il y a la partie perso, voilà. Après, il y a la partie business, quoi, quand même. Hein. Par rapport à ma boîte, très bonne question et j'ai pas de réponse qui m'a apporté des millions pour l'instant, puisqu'en fait, j'ai mis la boîte totalement en pause, quoi. Je me suis dit, est-ce que je passe en digital et comme ma valeur ajoutée, elle est justement vraiment de faire ça physiquement, je me suis dit non, ce serait vraiment juste stupide en fait, suivre tout le monde c'est pas là qu'elle est ma valeur ajoutée. Donc j'ai mis la boîte en pause et je l'ai redémarré en fait en sortant de Covid Watch et du coup quand j'ai pu faire des ateliers et du coup à l'occasion de ça j'ai rencontré la personne avec laquelle je suis en train de m'associer pour vraiment partir sur du produit. Donc voilà, quand tu dis du produit, c'est-à-dire vraiment faire un sérieux une appli, un jeu non. Même pas. Une appli, non. pardon. Oui, une application qui utilise du coup la technologie blockchain, mais qui est une application en fait, qui est un peu dans le sujet, qui est de gouvernance participative. Qui est comment on fait en sorte de passer le témoin, de donner des responsabilités, vraiment d'inclure un maximum de personnes dans les décisions, dans l'idéation, etc. Alors, j'ai Monique Chan Wo, j'espère que je prononce bien le nom, si ce n'est pas le cas, mes excuses, qui a une question. Puis, j'aimerais revenir, moi, personnellement, sur la deuxième partie de la question de Valérie, qui est les coûts de R&D, parce que là, c'est quelque chose que je connais un peu mieux. Mais, oui, je te la laisse, parce que du coup, je ne peux pas répondre à cette question. Comme Monique a sa question, j'aimerais lui passer la parole en la remerciant de participer. Monique, si tu veux poser ta question. Oui, merci.
merci pour me donner la parole et merci Laure pour ta présentation. Moi, j'ai une question sur la fin de ton discours sur la désindustrialisation. À deux volets. Le premier volet, c'est si on arrive à un point de saturation où il y aura moins de quand il y aura de la désindustrialisation, qu'est-ce qu'on fait en fait de l'accès aux personnes qui sont qui sont plus vulnérables et qui en fait le fait que l'industrialisation leur a permis d'avoir accès à des biens. Ça, c'est le premier volet de ma question. Et le deuxième, c'est est-ce que le fait d'être à distance, ça va accélérer la désindustrialisation, à ton avis? Alors, je vais commencer par la fin. C'est vraiment très intéressant. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais ça me paraît juste, ouais. Ça me paraît juste et ça me paraît tout à fait juste, oui. Et je dirais pas que c'est lié au fait que le côté internationalisation va disparaître. Je pense pas du tout. Je pense qu'il va rester en fait plus à la fois de la dimension d'hyperlocal et d'international. On ne va pas revenir à une société où voilà. Merci beaucoup. Voilà, Donc, j'y avais pas pensé dis en que ces tu termes. penses, toi, que le travail à distance favorise une manière de pas… En fait, dans l'industrialisation et l'accès aux biens que ça a permis, il y a une forme d'uniformisation, de vouloir rentrer dans des moules, montrer qu'on a comme les autres et tout. Et à partir du moment où on est à distance, énormément de choses disparaissent. De ce côté, se mettre en référence par rapport à un groupe, il y a beaucoup de besoins en fait qui disparaissent, puisque il me semble, voilà, beaucoup de besoins qui disparaissent. C'est lié à la première partie de la question. C'est effectivement très intéressant et là du coup j'ai beaucoup plus confiance ayant vécu en Éthiopie. En fait, l'industrialisation et puis voyager en Asie aussi pas mal. Quand les Éthiopiens, donc il faut savoir qu'il y a un boom économique en Éthiopie maintenant, c'est la Chine-Afrique, mais quand j'étais en Éthiopie, c'était 2002 jusqu'à 2004. Et donc, c'était avant la Chine-Afrique, c'était après la dictature militaire, donc ça faisait 10 ans que c'était à peu près capitaliste, mais bon, c'était un peu, voilà, c'était pas très développé, quoi. Il y avait encore les ânes qui faisaient les livraisons, parce que les routes étaient… les rues, en fait, dans la capitale, hein, donc les rues étaient… la plupart des rues n'étaient pas du tout goudronnées, donc les ânes sont très rapides et très malins. Ils peuvent même revenir à la base départ, en fait, tout seuls, donc après avoir fait la livraison. Et oui, les ânes sont très malins. Pour les Français, c'est peut-être bizarre parce qu'on dit bonnet d'âne. Non, les ânes sont des animaux vraiment intelligents. Et du coup, voilà. Du coup, eux, ils me disaient, mais vous êtes riches. Et je disais, non, vous êtes riches. Et ils me disaient, quoi et je disais, non, vous êtes riches. Nous, on mange des antidépresseurs. Nous, on a remplacé en fait la connexion humaine, la richesse de ce que c'est l'expérience de vivre ensemble par j'achète des trucs. Et puis, j'ai toujours moins de trucs que le voisin que je regarde, donc j'essaye de me concentrer sur plus de trucs. Et plus de trucs, ça fait moins de bonheur. Voilà. Et parce qu'en Éthiopie, on dit tiens, je vais aller acheter des cigarettes. Et il y a 2 autres personnes qui se lèvent et qui disent je viens avec toi. Et c'est 2 non-fumeurs. On s'en fiche. C'est juste l'idée de faire des choses ensemble paraît complètement naturelle et normale. Et du coup, cette question d'intégrer les plus faibles, les plus fragiles, il y avait des trisomiques qui allaient nous chercher le coca, les trucs, etc., faire les courses, et ils étaient, enfin la fille à laquelle je pense, je me souviens même de son nom, c'est fou, parce que ça fait donc 20 ans, elle s'appelait Siti, elle rayonnait quand on lui disait merci d'être allé nous chercher du coca, et tout. Et voilà, donc en fait, quand on vit en groupe, quand on vit vraiment ensemble, il y a une place pour tout le monde, on trouve la place à tout le monde, on adapte la place de tout le monde. Et à propos des antidépresseurs, ah oui, il faut que je finisse sur mes outils préférés. Ouais. Bon, c'est trop tard. Non. Est-ce que je peux envoyer les outils après, à ce moment-là? Oui, alors là, on va avoir un petit problème de temps. Je vais te laisser 1 minute. Je vais juste me permettre de dire, et je respecte complètement tes opinions, tout, pour avoir vécu dans beaucoup de pays et travaillé, et fait travailler des équipes dans des pays, comment on peut les appeler, disons, qui n'ont pas forcément un niveau, un GDP très élevé.
je me permets d'avoir une opinion différente parce que quand tu vois des gens qui ne peuvent pas se soigner, etc. et autres, la définition du bonheur après, enfin, tu vois, bon, on va pas commencer ce débat, mais je me permets, je respecte ton opinion et elle est très intéressante. Je pense que ça pourrait peut-être faire l'objet. C'est très juste, mais du coup, en fait, c'est pas lié au GDP parce qu'aux États-Unis, en fait, la société et le système de santé sont tellement dans un état monstrueux qu'on voit bien que c'est pas lié, en fait. Et j'ai vécu aux États-Unis aussi et je sais ce que ça m'a coûté de devoir me soigner. Mais voilà. Bon, enfin, grand mais débat, c'est lié à des comme quoi, Monique, sociales. ta question, finalement, merci beaucoup de l'avoir posée. Tu veux, je peux te laisser un peu de temps sur les outils ou sur autre chose? Je pensais que tu voulais parler de Jugad aussi. Tu m'avais dit, non, ça, du coup, je te le laisse. Mais je voulais parler de l'antidépresseur au Cambodge. D'accord. C'est un groupe de recherche, enfin un laboratoire qui est allé au Cambodge et qui veut vendre des antidépresseurs. Ils ne comprennent pas pourquoi. Du coup, ils vont dans un village et ils disent, voilà, c'est des antidépresseurs. Vous avez des gens… Et là, les gens essayer de comprendre. Et donc, l'Européen, il décrit, il dit, les gens, ils n'ont plus le goût à rien, ils n'ont plus d'énergie, ils sont tristes, etc. Ah oui, ça nous est arrivé une fois. Et alors, du coup, là, il dit, bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et ils disent, on lui a acheté une vache. Et donc là, il dit, non, mais racontez-moi l'histoire, en fait. Et en fait, il cultivait le riz, mais il n'aimait pas. Il a sauté sur une bombe, une mine. Il a perdu une jambe. Du coup, il ne pouvait pas aller physiquement cultiver le riz. Et puis, comme ça, il avait perdu le goût à tout. Et en fait, le village s'est réuni et ils lui ont demandé, qu'est-ce que t'aimes et tout. Il dit, je ne sais pas, je me sens inutile. Et ils ont décidé de se cotiser pour lui acheter une vache. Et il a donc eu une vache, il était hyper heureux avec sa vache, il a produit du lait, voilà, etc. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Et ils ont dit, voilà, on a réglé le problème, en fait. Et du coup, l'occidental a dit, OK, vous n'avez vraiment pas besoin de cacher, en fait. C'est nous qui avons besoin d'acheter une vache, en fait. Donc, c'est vrai, ces histoires-là, c'est véridique? Oui, c'est véridique. Malheureusement, je lis tellement, en fait, je ne sais plus dans quel livre je l'ai trouvé, mais je peux rechercher par la suite. Voilà. Oui, ça, je pense que ça serait intéressant. Alors, écoute, merci Laure. J'essaierai de regarder d'autres questions, du temps vers les questions vers la fin. On va passer sur les outils parce que moi, j'ai en parlé beaucoup. Tu pourras me compléter si toi, Est-ce que vous me voyez bien quand je parle? C'est bon? Oui? J'ai quelqu'un qui a peut-être une question. Je rouvre le chat. Vous me voyez bien. Bon, merci, très bien. Alors, moi, je vais parler de moi très brièvement. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus en tant que membre passionné et convaincu de Pink Innov. Mais pour vous donner quand même un petit peu plus, moi j'ai eu la chance de faire une longue carrière passionnante dans les boîtes de la technologie, Apple, Lotus, IBM et en dernier lieu Cisco et à travers le monde, bien sûr dans plusieurs endroits en Europe, en Australie, à Singapour et aux États-Unis. Et là, dernièrement, je me rapatrie en France après quelques années à Bruxelles. Et mon titre, c'est bâtisseuse d'écosystèmes numériques parce que j'ai observé, j'ai fait un tour du monde des écosystèmes numériques et j'en suis arrivée vraiment à la conclusion que dans notre nouvelle économie, Monique, ça c'est une chose dont moi je suis persuadée, en fait, on construit beaucoup notre richesse et nos échanges différemment et vraiment autour d'un écosystème. Et donc j'ai écrit un livre sur les écosystèmes, de mes constatations, puis aussi des petites histoires sur mes expériences de femme dans la tech, parce qu'il y en avait pas beaucoup, il n'y en a toujours pas assez, donc ça donne des fois des situations cocasses. Et une innovation dont je suis fière, je suis en train de développer justement une méthode pour cartographier et représenter visuellement ces écosystèmes, et j'ai vu que ça avait absolument beaucoup apporté à mes clients, à des startups aussi que je soutiens. Et alors, en une phrase, qu'est-ce que l'innovation pour moi? C'est un peu été aussi l'objet. Si c'est impossible, il faut essayer. Donc, moi, je recherchais une maison dans le sud de la France. On m'a dit, oh, mais tu ne vas pas trouver aussi vite et tout. Et il y en a eu un qui m'a vraiment énervée. C'est souvent des hommes, d'ailleurs, qui disent aux femmes que ça ne va pas être possible. Et j'ai dit, écoutez, j'ai passé ma vie
à faire des choses qu'on me disait qu'il serait impossible de faire. Donc, j'ai dit, là, vous allez vous calmer et vous allez me laisser avancer. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment… Alors, mon challenge, ça a été vraiment parce que je soutenais une start-up et ils étaient un peu bloqués. On avait des gens de profils différents, des élus, parce que c'est une start-up qui s'appelle eHop qui a développé une application blockchain justement pour matérialiser les preuves de harcèlement et de violence. Et donc, on a des élus, on avait des techos, pareil, des profils différents avec des backgrounds différents et puis très distribués. Donc, les personnes ne pouvaient se réunir physiquement. Et vraiment, il me disait, ça va nous aider de visualiser notre écosystème. Donc, je dis, bah, très bien, vous allez me servir de test. Et on va donc faire cette cartographie. Et j'ai dit, comme ça aussi, vous allez me donner votre input de façon à ce que je développe quelque chose que je peux reproduire et qui va être réussi. Ce qu'ils ont fait, donc ils m'ont aidé également. Et alors moi, j'en ai tiré des conclusions. Alors j'ai un aspect, moi je ne suis pas prof de philo, enfin je n'ai pas fait de philo, donc j'ai un aspect très pragmatique, hein, mais je pensais que c'était deux volets. Et en fait, je trouve qu'il faut vraiment composer son atelier pour le virtuel, pas essayer de transposer. C'est-à-dire, eh ben, comme le dit Laure, si on ne peut plus, plutôt que d'essayer de faire référence à comment on faisait, de vraiment avoir ces objectifs. Et donc, en fonction de ça, alors là, c'est important et ça peut être peut-être pour des assistants, des participants, la difficulté, c'est bien de choisir ces outils. Et je mets ces outils, je n'ai pas d'action dans aucune de ces sociétés pour dire, c'est qu'un outil ne suffit pas. Moi, quand j'ai travaillé chez Cisco, je suis rentrée en 2000, je n'ai travaillé pratiquement qu'à distance toute ma carrière. On faisait tout à distance puisqu'on vendait les équipements qui permettaient d'échanger les données, de travailler à distance. Donc, en fait, c'était pour nous une obligation commerciale d'appliquer. Et là, la visioconférence, évidemment, pour beaucoup de Français, ça a été révolutionnaire, mais ça ne suffit absolument pas pour faire de la créativité. Et moi, ce que j'utilise, c'est une petite panoplie d'outils. Alors bien sûr, on verra, ça demande du temps, parce qu'il est très important aussi à distance d'engager. Donc moi, j'utilise par exemple Slido, qui est vraiment, d'ailleurs j'en ai fait un, j'espère qu'on aura le temps de l'utiliser, qui est vraiment un outil, il y en a d'autres, mais qui est surtout un outil pour faire des pauses et dire, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez? Et donc, ça permet aux gens d'avoir sur leur smartphone, en même temps qu'ils sont sur leur Zoom, de répondre à des questions, de faire des petites enquêtes. Donc, ça améliore l'engagement. Et alors, pour collaborer, de faire aussi des sous-groupes. Donc, absolument, beaucoup d'outils, Zoom n'est pas le seul, permet de faire des sous-groupes. Pourquoi? Parce que vous pouvez remettre des gens, là, dans l'occurrence, dans ce qu'on a fait, on avait des groupes de 3. Et après, vous avez, quand on fait du design thinking, et tout, vous connaissez tous le fait, on a notre grand tableau blanc, puis on met des post-it, etc. Eh bien ça, on peut le faire maintenant avec certains logiciels, il y a Miro et tout. Moi, personnellement, j'utilise Mural, qui permet de faire la même chose. Donc, avec l'ensemble de ces outils, on crée vraiment une interaction et une créativité. Et l'avantage, c'est qu'on a tout de suite un super résultat puisqu'ils sont déjà matérialisés d'une façon software. Alors, préparation comme toujours. Là, je vous ai donné un exemple d'un écosystème que j'avais dû préparer pour… j'enseigne aussi de temps en temps dans une business school sur justement les écosystèmes et je leur avais préparé quelque chose pour qu'ils aient un canevas. En fait, ce que je trouve, c'est que de préparer des séances de créativité virtuelle demande plus de travail. Et là, la préparation, c'est toujours la clé du succès, mais souvent, comme les gens se concentrent moins longtemps en ligne, il faut donc concentrer la production du résultat en quelques heures. Et c'est déjà 3 heures, c'est long en virtuel, même en créativité. Donc, le travail en amont, la préparation préformatée,
c'est important. Bien soi-même maîtriser ses outils. Moi, j'ai un déroulé très précis, hein, avec un timing pratiquement comme un script de film. Donc, ça demande un travail différent et un travail différent et pour moi plus de préparation. Alors peut-être c'est peut-être aussi un manque d'habitude, ça va s'améliorer avec le temps. Et alors aussi, l'erreur que j'avais faite, c'est, bon, moi j'évolue beaucoup dans la tech, c'est toute ma vie, donc j'ai un présupposé que tout le monde est à l'aise. Et là, dans le groupe que j'avais, ben, il y avait des gens qui avaient des tas de compétences, ça n'a rien à voir, mais qui n'avaient pas cette aisance, ah oui, je te sais, cette intuition. Alors, heureusement, dans d'autres groupes, il y avait des gens de la tech et c'était par chance bien réparti. Ils ont pris la main sur les outils. J'ai après parlé à des gens qui font vraiment que de l'animation en ligne et m'ont dit, moi maintenant, je prépare quelques heures en amont avec les gens comme ça qui ne sont moins à l'aise, faire un crash course, de façon à quand ils arrivent, on ne soit pas limité par ah, ben je cherche le truc, même avec des outils très importants. Et alors, j'entends aussi le préformatage, c'est peut-être un mot détestable, mais de préparer un maximum et de faire des entretiens en amont pour comprendre et d'avoir les outils déjà définis pour, disons, faire que le rythme aille vite, ça c'est vraiment aussi important. Alors la question de Valérie, moi j'ai choisi Mural en ayant testé aussi Miro. J'ai trouvé Miro trop riche et trop complexe. Et j'ai trouvé Mural beaucoup plus simple d'utilisation et aussi pour le formater et créer soi-même. Il y a énormément de templates dans Mural, donc maintenant, je pense qu'on peut très bien utiliser Miro aussi pour les enquêtes. Je sais que Laure utilise Scout. Donc, on pourra vous donner la liste si ça vous intéresse, mais en fait, la clé, c'est que quand même, il faut combiner plusieurs outils pour qu'il y ait vraiment une interaction et une créativité et qu'il y ait un résultat tangible, hein, qu'on puisse en faire quelque chose. Alors, ce qui est important aussi, bah, je sais que vous, certainement, vous ne l'oubliez pas, mais d'accord, c'est virtuel, mais c'est quand même des humains. Il faut absolument arriver à créer des liens. Alors, si les gens se connaissent déjà à l'avance, bon, ça peut aller, mais s'ils ne se connaissent pas, il faut quand même arriver à créer une certaine connivence. Donc, il y a des icebreakers qui marchent très, très bien aussi en virtuel. Alors, par exemple, moi, j'ai trouvé, pour Zoom, d'ailleurs, vous pouvez le pratiquer, on peut changer son nom. Par exemple, pour le moment, Monique s'appelle Monique. Si elle va sur son nom et qu'elle fait, elle peut se renommer. Et très souvent, moi, ce que je fais au départage des séances, je demande aux gens de s'attribuer un animal totem. Donc, qui leur ressemble. Alors, quel est votre animal totem? Alors, bon, les gens sont un peu surpris, mais c'est le but. Et puis, après, je leur demande de décrire pourquoi ils ont choisi leur animal totem. Et on voit que souvent, si on a, à partir, on va dire, de 10 participants, on va voir qu'il y a des gens qui sont plus oiseaux, qui sont plus félins. Et tout de suite, ça crée un lien personnel où les gens se connaissent sur un autre niveau que bon, j'arrive, parce que quand même l'interaction virtuelle, si on arrive comme ça dans une visio, comme on le voit, c'est très sec. Donc, comment arriver à faire ces icebreakers qui sont qui mettent le lien. Des pauses, parce que quand on fait ça paraît bête, mais de faire des pauses, alors des fois ça peut être des jeux, vous faites vraiment physiquement applaudir tout le monde, un truc qui paraît très très bête, surtout quand on est devant son écran, mais qui marche, et vous faites rire tout le monde. Moi j'ai pratiqué beaucoup ce qu'on appelle en Inde le laughing yoga, et je vous assure quand il y a des baisses d'énergie, vous demandez toujours, hey, vous rigolez devant votre écran, etc. Eh bien, je vous assure que ça paraît, bon, les gens ne le font peut-être pas forcément facilement, mais d'insérer comme ça du ludique, toujours, même dans les sessions
à distance, ça marche parce que là, je parle de créativité, hein, je ne parle pas d'un webinar, etc. Mais si vous ne créez pas ces liens humains, bah, la créativité, ça ne va pas couler. Donc, ça, c'est des choses très, j'allais dire, basiques, mais qui, moi, ont vraiment changé la façon dont on faisait les échanges. Et on a vraiment réussi. Là, je sais que le dernier atelier que j'ai fait avec cette start-up, en 3 heures, ils étaient ravis. Le but, et à la limite, pas à la limite, j'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux, plus vite, moins peut-être, mais qualitatif dans une bonne session virtuelle. Alors, Monique, oui, Miro, alors, voilà, je vais arrêter de… Au contraire, si vous avez… le but ici, c'est… Alors, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un email qui m'a dit est-ce que ça va m'aider pour organiser est-ce que ça va m'aider? Je n'ai jamais fait. Moi, j'ai dit, bien sûr, ce n'est pas une formation sur comment former en distance, mais si ça peut vous donner un peu de confiance que c'est possible, avec du temps de la préparation, en fait, c'était le but de cette session. Maintenant, je vois qu'il y a pas mal de gens qui font beaucoup de choses. Monique, si tu veux partager, toi, parce que tu utilises d'autres outils, ou s'il y a d'autres participants ou qui ont une inquiétude n'hésitez pas, on est là pour dire, moi j'ai peur d'eux, hein, parce que en fait, dans tout ça, c'est souvent confronter nos peurs et trouver des outils et de l'action qui vont répondre à nos peurs. Hein. Oui, Monique, tu voulais peut-être partager, c'est Oui, toi qui utilises moi Miro et j'utilise Kauta. Klaxoon, oui, plutôt que Miro. Klaxoon, qui est français. Oui, et qui est en fait, quand on est sur le même fuseau horaire, si j'ai des questions, ils me répondent immédiatement. Donc, je trouve que c'était vraiment un plus pour moi. Ils ont aussi pas mal de templates. Par contre, voilà, si Internet ne marche pas, c'est terrible. Je l'ai essayé vendredi. J'avais préparé en amont tout un atelier qui était hybride. Donc, on avait des participants en présentiel et d'autres à distance. Ça, je pense, c'est très, très compliqué. Donc, on a essayé d'animer quand même. On était 2 groupes, il y avait 2 ateliers en parallèle de 6 personnes. On était 3 animateurs. Et le fait qu'Internet ne marche pas, on a perdu très souvent les personnes à distanciel. Ah oui, alors ça c'est un bon point. Et tu vois, je me permets de tutoyer, les gens tutoyaient moi aussi. Ça c'est vrai, encore oublié, mais de valider que les gens, quand on fait des choses à distance, faire un test de leur connexion. Hein, parce qu'il est vrai que tous ces outils-là, quand on les combine, sont extrêmement gourmands. Et s'ils n'ont pas ça, ça ne marchera pas. Hein. Alors là, comment après trouver, peut-être leur demander d'aller, alors c'est très difficile dans le contexte actuel, mais c'est vrai que ça, c'est un prérequis d'avoir vraiment une bande passante et une connexion Internet qui soit digne de ce nom. Et c'est toujours malheureusement pas le cas. Oui. Si je peux intervenir, c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais j'ai déjà participé en fait à du coaching de groupe comme ça. On utilisait tout simplement un groupe WhatsApp. Et il me semble, enfin là, spontanément, quand Monique en a parlé, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait moi? J'aurais fait un groupe WhatsApp, je pense, avec vraiment, on peut s'envoyer des messages vocaux, on peut s'envoyer une photo de nos post-it, il y a une question pour garder la dynamique de groupe. Mais effectivement, il faut aussi du réseau. S'il n'y a ni Internet, ni réseau téléphonique, là, c'est la fin de l'histoire. Ouais. Mais ceci dit, même s'ils utilisent WhatsApp sur Internet, le réseau, la bande passante a besoin d'être seulement très, très faible en fait pour que WhatsApp fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses dire moi voilà, oui, c'est vas-y, Valérie. Merci en tout cas Véronique. Oui, je parlais de Miro parce que je trouve que Miro, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le point, c'est quand tu commences à travailler justement ce que tu as parlé des écosystèmes et de les mettre en forme, tu vois, et d'avoir un vrai travail collaboratif. Et moi, j'ai eu la grande chance de participer il y a 15 jours à un atelier avec l'outil Miro. Et du coup, vraiment cette logique d'écosystème dont on parle beaucoup, tu vois, qui est assez abstraite. Et alors là, pour le coup, j'ai trouvé qu'avec l'outil,
c'était absolument fabuleux parce que putain, on jouait, tout ça, et puis chaque. Mais a priori, l'animateur m'a dit que c'était quand même très touchy et très technique pour le piloter. Donc c'est pour ça que quand tu m'as Ouais, et c'est pour ça cité. que Mural, en tant qu'animateur et autres, je le trouve beaucoup plus simple. Mais en tant que participant, je peux dire que moi, je vais faire Tant mieux, en fait. Après, 15 bravo. jours. Waouh, j'étais vraiment. Enfin, c'est comme si on était en physique, quoi. Oui, Vraiment, oui. c'était Ah ben, c'est hallucinant. même mieux parce que après Ouais, chacun. presque mieux, ouais. Ouais, non, mais bah alors peut-être je devrais pas dire ça parce que, mais si quand même parce que après on peut exporter tous les C'est fichiers ça. en PDF et on a des super trucs qu'on réutilise tout de suite. Donc avec des actions, moi quand je fais mes cartographies, dire bah ah oui alors là il nous manque ça et tout de suite on C'est ça. met et les gens disent ils peuvent suivre sur leurs C'est ongoing, quoi. Voilà, t'as pas voilà. fini la Ouais, session, t'as non, toute ouais, la partie après. Et du coup, nous, ouais, on travaille beaucoup de l'après, en fait, ces mm. sessions-là. Et alors, j'avais envie de me plonger dedans, mais j'avais un peu peur, quoi. Ouais, Il bah est hyper après. pointu, lui. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être essayé ce que tu me proposes, là, en Ouais, attendant. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'aimerais bien. Alors, pardon. Colline, Colline, veux-tu parler, toi, de ton expérience? Parce que je vois que tu as aussi des bons outils que nous n'avons pas mentionnés. Ouais, en fait, ça s'appelle Yellow. C'est fait par Sensorit, donc c'est une petite boîte française. Et en fait, c'est une plateforme sur laquelle on peut tous poster des post-it via notre téléphone. Donc, en fait, sur notre téléphone, on scanne un QR code à l'écran. Et ensuite, tout le monde a donc accès sur son téléphone à une espèce de page web avec un post-it. Il tape le post-it, il l'envoie. Et nous, en tant qu'animateur, on le reçoit. Donc, on partage notre écran et donc on reçoit tous les post-it et on les place directement sur un board. Donc, en fait, les participants n'ont pas accès au board. Donc, ça évite, je trouve, par rapport à Miro et Mural, que tout le monde bouge tout et que ce soit un peu le bazar. Donc, ça marche quand on n'est pas trop nombreux, quand on est à peu près 10. Mais en fait, du coup, on retrouve un peu ce système de post-it et l'animateur qui place les post-it, qui fait des clusters. Et du coup, c'est hyper visuel, il y a plein de couleurs, ils peuvent écrire sur les post-it. Ah Et c'est oui, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment génial quand on n'est pas trop nombreux. Et pour avoir bossé avec des clients qui ne sont pas très à l'aise sur les outils informatiques, c'est très facile. ah ben merci beaucoup parce que moi personnellement je ne connaissais pas et c'est certainement noté parce que je vais aller après notre séance certainement tester, c'est très 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 utile. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions ou juste partager un sentiment que bah non ils se sentent vraiment pas à l'aise et qu'est-ce que peut-être il leur faudrait pour passer le cap? Est-ce que quelqu'un souhaite partager ou non ou pas non plus mais enfin Véronique, moi, je oui, voulais bien juste oui. intervenir sur ce que tu avais dit à un moment donné, sur le fait qu'en fait, on devient, entre guillemets, plus efficace sur une séance de créativité en ligne parce que le temps est plus serré à cause de notre attention qui baisse, etc. Et est-ce qu'on s'orienterait donc de plus en plus vers des ateliers virtuels pour ce gain de temps? Ou bien on privilégierait quand même les ateliers en présentiel? Alors c'est une bonne question. Moi je vois qu'il y a quand même alors pour moi c'est un problème, mais c'est parce que ça c'est un point de vue, hein, donc j'exprime une opinion. Je trouve qu'il y a un problème culturel en France. On le voit, moi je vois, j'ai des amis, il n'y a aucune raison dans un contexte où je parle de la région parisienne hein, après, où ils vont exposer leurs employés en leur imposant de venir au bureau au moins 3 jours par semaine. Il n'y a aucune justification matériel, de productivité, de résultats pour faire venir ces employés qui, attention, je précise, eux préféreraient ne pas prendre les transports en commun et ne pas prendre de risque de tomber malade. C'est un management très vertical, comme il y a quand même encore, alors c'est vraiment encore des opinions, hein, moi je n'ai pas eu l'habitude de ce management, j'ai eu des clients comme ça, management très vertical où je trouve que surtout le middle management se sent à l'aise dans un micromanagement et un contrôle et ne sait pas vraiment déléguer et ne manage pas sur la confiance. Et je pense tant qu'il n'y aura pas eu ce travail de fait de manager par la conscience qui n'implique pas la perte de contrôle.
On peut très bien utiliser des indicateurs, on fait des points. Moi, j'ai managé comme ça pratiquement toute ma carrière et mes équipes étaient performantes, c'était des bonnes équipes, mais il y avait des tableaux de bord très transparents puisque tout le monde était distribué. Donc, la confiance, ça implique du contrôle partagé, de la transparence qui, culturellement, dans beaucoup d'entreprises françaises, surtout je parle des grandes entreprises, c'est peut-être un peu différent après dans certaines ETI et autres, eh bien, effectivement, après, quand on dit ah ben, je ne vois pas la personne, elle n'est pas là, mais c'est une façon complètement différente de travailler. Donc, c'est la même réponse, je dirais, pour les ateliers créatifs. Peut-être un peu moins parce que on s'autorise plus, parce que c'est du créatif, parce que c'est de l'innovation. Je vois quand même une tendance à bien vouloir essayer. Donc, mais par contre, pour continuer à évoluer, travailler à distance, je ne pense pas que le coût soit automatiquement le premier driver. Je voudrais revenir sur les coûts de R&D. Je pense aussi qu'avec les nouvelles méthodes agiles, les data analytics, parce que moi j'ai travaillé dans la tech, j'ai managé, j'ai fait du quality, enfin j'ai managé beaucoup d'équipes, pas vraiment de R&D, mais de recherche. Et la R&D ne peut plus travailler maintenant, c'est-à-dire qu'on ne peut plus contenir la R&D en un process. Alors bien sûr, il y en a, mais il faut tellement, on le voit bien avec le Covid notamment, il faut faire appel à tellement de données, et aussi dans la création produit, dans le design, ça serait aberrant que de se priver de la contribution d'idées alors qu'on a tous les moyens, tous les outils pour les amener. Le problème est plutôt après, comment rémunérer les contributions. On voit qu'Apple l'a fait en prenant des films et ils payent, hein, ils vont les chercher, tout ce qui a bien marché sur YouTube et tout. On a des réalisateurs avec les nouveaux smartphones, ils disent c'est super, on vous l'achète. Moi, j'anime un écosystème audio dans la région de Montpellier où il y a un appel à partenaires et alors les gens veulent bien venir pour créer des nouveaux produits, par exemple. Après, bien sûr, enfin pas après, dès le départ, quelle va être la forme juridique, si on contribue, si on donne du code, si on donne de l'idée. Il faut tout de suite que ça soit clair, et ça, on revient aux logiques d'écosystème, il ne peut pas y avoir de gagnant et de perdant. Ça doit être absolument du gagnant-gagnant. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus difficile, parce que notre monde n'est pas encore organisé comme ça. Donc, ces formes-là, on est en train de les définir. Excuse-moi, c'est une longue réponse. Et je voulais, parce que j'ai vu qu'il y avait sur le chat, effectivement, oui, Valérie m'a l'air d'être une bonne championne des outils, hein, parce que tu nous as donné toute une idée. Ouvrir une rubrique sur le partage de nos expériences avec tous ces outils. Je pensais le faire et on n'aura pas le temps parce que l'heure arrive, on a déjà dépassé le temps. Laure m'avait parlé, alors j'ai une survey qui est ouverte sur Slido, donc si vous voulez… Mes outils et mes références de livres, je les ai mises dans le chat. Si vous voulez prendre un screenshot, voilà, une capture d'écran ou quelque chose comme ça, voilà, comme ça je ne reviens pas dessus à l'oral. Voilà, de les mettre à la fin de la présentation que nous posterons sur le site. Ils sont là maintenant dans le chat. Ouais. Voilà, des commentaires. Et alors, moi, j'ai fait une enquête sur… par contre, il faut que je l'ouvre. Si je ne l'ouvre pas, voilà. Je l'ai mise en live. J'ai fait une enquête, si vous voulez la répondre. Donc, pour y répondre, il faut que vous preniez sur votre smartphone, que vous tapiez Slido et que vous ouvriez. Il va vous demander, il y aura un hashtag avec un code à rentrer et vous rentrez le hashtag PINK. Je veux P en majuscule, PINK. Je vais vous le mettre dans le chat Zoom. Pour taper Slido, c'est sli.do. Slido.com. Ah, ça marche aussi avec… OK. Oui, Slido, juste Slido. Pour moi, c'est sli.do, mais OK, très bien. Ah, tu as sli.do? Non, en principe, oui. c'est Slido. OK, moi j'ai ça. Non. Et j'ai le code. Et Pink en majuscule, tu as dit? Oui, voilà, hashtag Pink. Et donc, parce que quand même, il fallait bien utiliser un outil, on en a parlé toutes. Donc, et j'ai fait une petite question. Donc, déjà, Valérie, suggestion et merci.
Donc, s'il y a des sujets comme ça sur la distance et l'innovation que vous aimeriez que Pink Enough traite, n'hésitez pas à rentrer. Je ne sais pas si vous connaissez Jugad. Peut-être vous me faites un petit signe dans les réactions si vous mettez un pouce si vous connaissez Jugad, parce que c'est quelque chose, moi j'ai travaillé avec j'avais des équipes indiennes, etc. Et Jugad est une méthode d'innovation, enfin des pratiques d'innovation qui viennent d'Inde et qui commencent à être assez connues quand même, hein, je trouve, en Europe et aux États-Unis. Et si jamais, par exemple, un sujet comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le suggérer. Voilà, Olivia connaît. Je ne connais pas, non, pardon. OK. Ah, aussi, moi aussi, j'ai slide.do. Écoutez, autant pour moi. Vous ne connaissez pas. Si Jugad vous intéresse, alors ça s'écrit, je vous le mets. C'est un mot hindi qui en fait veut dire démerde-toi. Excusez mon français, mais c'est à peu près ça. Alors, ça fait très chic pour ceux qui… c'est traduit, alors maintenant, c'est vrai, mais c'est traduit l'innovation frugale. Oui, bon, alors… Voilà, ça veut dire en gros, tu n'as rien, démerde-toi. Donc, c'est l'innovation frugale, c'est ça. Écoutez, voilà, on a dépassé 5 minutes, mais je vous en remercie parce que merci pour les questions, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt. J'espère que ceux et celles qui n'ont pas posé de questions et tout ont quand même trouvé cette séance intéressante. Et encore une fois, je laisse l'enquête ouverte pour nous dire ce que vous aimeriez voir. Et j'espère aussi que… Merci pour le commentaire à Alexandra. Et j'espère aussi que ceux et celles qui étaient réticents, qui avaient peur, sont moins réticentes, ont moins peur et sont prêts et prêtes à y aller, quoi. N'hésitez pas, il ne faut pas arrêter d'innover, il ne faut pas arrêter de créer. Et quelles que soient les conditions, quand il pleut, on prend un parapluie et puis on y va, quoi. Et voilà. Donc, merci Lucie. Merci pour tous. Jugad Ravinaju, oui, très bien, dans son premier bouquin. C'est bien, on aura aussi des participants bien, c'est très bien. Je retiens Jugad pour notre toit et j'inviterai à ce moment-là aussi des Indiens. Par contre, ça sera en anglais, alors dans ce cas-là, mais ça serait bien d'avoir des gens qui… je connais un francophone qui est à Paris, qui est indien et qui diffuse Jugad, si tu veux. Voilà, je pense que, vous voyez, la créativité, ça marche. Je vous souhaite un Happy Friday à toutes, parce que je pense qu'on n'a pas de messieurs aujourd'hui. Et puis, d'innover, de continuer à créer, puis de passer un super week-end, parce que c'est souvent en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire que la créativité bouillonne. Donc, voilà. Bon week-end. Merci beaucoup à tout le monde et à tous les participantes et à Véronique. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Merci à tous.